Bonjour. Bonjour maman. Vous avez pris part activement au dialogue politique de l'Union africaine qui a été sanctionné les mardis 18 octobre dernier par un accord. Que retenir de cet accord? Il s'agit du 18 septembre, dois-je rappeler. Ce qu'il faut retenir, d'abord, je vous donne les résultats, ensuite je vous donnerai le contexte. Les résultats importants obtenus, c'est quoi? C'est qu'on a convenu de refondre complètement le fichier électoral. Le fichier électoral, c'est quoi pour nos amis qui nous suivent, qui ne connaissent pas très bien les rouages de cette technologie? Je dirais que le fichier électoral, c'est comme une banque de données. C'est comme un ordinateur où il y a des éléments. Quels sont ces éléments? Ce sont les éléments, en fait, c'est l'identité. On se trouve là-dedans l'identité des personnes qui ont pris part au vote en 2011. Et donc, c'est ce fichier-là qui sert de base pour savoir qui va voter, qui devrait voter aux élections, notamment présidentielles, prévues en novembre 2016, dont la convocation était prévue pour le 19 septembre. Le premier résultat, c'est que nous avons convenu de refondre complètement ce fichier. Pour quelles raisons? Parce que ce fichier, c'était un fichier que nous, les opposants, dans une déclaration commune, nous avons déclaré que ce fichier était corrompu. Ce fichier était corrompu et lors de notre examen du calendrier électoral proposé par la CENI en février 2015, tous les opposants, à l'exception de l'UDPS, mais MLC, Olengankoy, Martin Fayoulou et consorts, tous nous avons dit que le calendrier était irréaliste. Nous avons dit que ce calendrier était incohérent. Nous avons dit que surtout que ce calendrier était entaché d'anticonstitutionnalité. Pourquoi? Parce que, et ça je reviens au problème du fichier, parce que justement, en faisant voter les gens en 2016 sur la base du fichier qui est en validité, c'est-à-dire les fichiers issus des élections de 2011, eh bien, on exclurait les jeunes gens qui ont atteint l'âge de 18 ans en 2011, et ils sont nombreux. Ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, seraient exclus du vote. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas enrôlés avant les élections de 2011. Donc ils n'ont pas de carte d'électeur et donc ils ne figurent pas dans le fichier qui aurait pu servir à l'élection présidentielle. Donc, oui. Et donc, vu sous cet angle-là, si on avait fait l'élection présidentielle en 2016, nous avions raison, nous de l'ensemble de l'opposition, de dire que ce fichier étant entaché d'inconstitutionnalité, parce qu'il devait exclure les jeunes âgés de plus de 18 ans, cette élection allait être entachée elle-même d'anticonstitutionnalité. Et qu'est-ce que ça allait produire? Ça allait produire le fait que tout jeune de 18 ans qui se serait exclu de cette élection aurait pu saisir la Cour constitutionnelle en annulation de cette élection parce que la CENI aurait violé l'article 5 de la Constitution qui dit que tout Congolais majeur qui a 18 ans a droit au vote. Donc vous comprenez la raison pour laquelle nous avons tenu à la fois à refondre ce fichier électoral. C'était d'abord pour que nous ayons un fichier électoral sur base duquel nous allions tous concourir à égalité, une personne, une voix. Et surtout, il faut retenir encore une chose, c'est que nous ne l'avons pas fait nous-mêmes. Nous n'avons pas eu confiance en la CENI qui nous avait dit de venir à un dialogue pour lever les options. Nous nous sommes dit, il faut que nous ayons recours à des experts. Et les experts en la matière, ce sont entre autres les experts électoraux de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et les experts des Nations Unies. Il y a une direction des Nations Unies qui s'occupe que des problèmes électoraux. Eh bien, ces gens-là sont venus auditer le fichier électoral. Ils ont conclu quoi? Ils ont conclu que ce fichier-là, il ne peut pas permettre d'organiser l'élection présidentielle en 2016. Ce n'est pas l'UNC qui le dit. Donc, ce sont les deux organismes, les trois même,
internationaux, à savoir un organisme proche de NDI américain, l'OIF et les Nations Unies. Ils ont dit que ce fichier contient près de 2 millions de personnes décédées depuis 2010, près de 2 millions de personnes. Il contient près de 400 000 personnes qu'on peut qualifier de doublons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui ont 2, 3, 4, 5 cartes d'électeurs. Et donc, partant de cette situation-là, nous étions sûrs que, et sans oublier que nos amis de la diaspora ne devaient pas voter parce qu'ils ne figurent pas dans le fichier électoral. Ce serait encore une violation de leurs droits. Donc, là, ces organismes-là nous ont dit que c'est impossible. Si vous voulez respecter la Constitution, vous pouvez faire comme vous voulez, mais vous respecterez peut-être les dates, mais vous violerez les droits de certains gens. À partir de cela, nous avons décidé, nous, de prendre nos responsabilités et d'accepter que l'élection ne soit pas possible d'être organisée au mois de décembre. Ça, c'est le premier élément de l'accord, le fichier électoral. Deuxième, et le fichier électoral, nous avons donc décidé qu'on refonde complètement ce fichier électoral. En d'autres termes, qu'on procède à un nouvel enrôlement de tous ceux qui ont 18 ans. On a commencé au nord Ubangui et ça va se poursuivre. Et dans l'accord politique, nous avons donné les limites. Et en concertation avec l'OIF et les Nations Unies, les experts de l'OIF et des Nations Unies, et de la CNI, nous avons tous convenu que la date limite pour terminer l'enrôlement, c'est le 31 juillet 2017. Et deuxième élément de l'accord, la séquence des élections. Nous savons tous que ce qui a provoqué des morts, aussi bien en 2015 qu'en 2016 ici, c'est le fait que le pouvoir en place voulait modifier la date des élections, soit repousser à plus tard, soit ne pas l'organiser. Comme nous avons eu à nous défendre, nous avons continué cette défense, nous de l'opposition de l'UNC, au sein du dialogue. Le pouvoir en place avait souhaité qu'on commençât le processus électoral par les élections locales. Le pouvoir en kabylie était appuyé par certains membres certains leaders qui se disent de l'opposition, notamment Steve Mikaï, qui ont dit qu'il faut commencer les élections par les élections locales. Or, chacun sait que pour l'élection locale, avec le découpage territorial qu'il y a eu effectué par le pouvoir pour embrouiller le processus électoral, il y a des groupements qui n'ont pas d'habitants. Il y a d'autres groupements fictifs, etc., etc. Donc, nous savons très bien que si on devait commencer par les élections locales, municipales et urbaines, ça allait nous prendre, en termes de préparation, au minimum 2 à 3 ans. Le temps d'arriver au provincial, ça allait prendre 1 année. Aux législatives, encore 1 année. Et à la présidentielle, ça allait faire presque 5 ans, soit un nouveau mandat accordé au président de la République. Vous avez accordé quand même un nouveau mandat avec 2 ans. Non. Attendez, je vais y arriver. Nous avons refusé cela. En termes de séquence, nous avons dit, et vous savez, Vital Kamerhe a tapé du poing sur la table, il a dit, si on ne commence pas par l'élection présidentielle, il ne participera plus à ce dialogue-là. On est sorti, on a fait 2 jours, et après le 3e jour de tractation, le facilitateur est parvenu à convaincre les gens de la majorité qu'ils acceptent qu'on commence l'élection avec l'élection présidentielle. L'élection présidentielle. Donc, ça on fera l'élection présidentielle quand? Au mois d'avril 2018. Écoutez-moi d'abord. J'ai dit tout à l'heure que l'enrôlement se termine le 31 juillet 2017. Après cet enrôlement, qu'est-ce qu'on fait comme processus? On a besoin d'une loi portant répartition des sièges pour l'élection des députés nationaux et provinciaux. Non, attendez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on termine, c'est seulement quand on termine l'enrôlement qu'on sait combien de personnes vont voter dans telle province. Et en fonction de ce nombre-là, des personnes qui vont voter, on saura déterminer combien de députés vont sortir dans chacune des circonscriptions constituées par chacune des provinces. Donc, si on n'a pas fini l'enrôlement, on ne sait pas avoir cette loi-là. La loi portant répartition des sièges dépend de l'enrôlement, du nombre de personnes qui seront enrôlées. Et en tenant compte de cela, de la procédure parlementaire, on a estimé que c'est au mois d'octobre qu'on va cette fois-ci convoquer les personnes qui vont venir voter et quand
au mois d'avril 2018. Vous me dites, c'est long. Mais quand on a fini avec la loi, il faut promulguer la loi, ça prend au maximum 15 jours. On est déjà pratiquement au mois de novembre. Et il faut maintenant commander les papiers, les fiches de vote, etc., pour mettre l'effigie des candidats. Et ne pas oublier qu'on va faire les élections en un seul jour. Et il faut qu'il y ait des gens formés pour cela. Bref, nous avons vu cela avec les techniciens de l'OIF, les techniciens de l'ONU, nous ont dit que ce n'était pas possible. La CENI a proposé que ces élections puissent avoir lieu en novembre 2018. Nous avons fait les forcings, nous avons négocié avec les techniciens, on a ramené ça à avril 2018. Alors, comment expliquer l'Union européenne et la CENCO qui pensent que c'est possible d'organiser les élections en 2017 ? Non, madame. Vous savez, ils sont loin de connaître toutes les réalités. Moi aussi, je pensais à cela, franchement. Mais quand j'ai écouté les gens de l'OIF, quand j'ai écouté les gens des Nations Unies nous faire l'exposé de la difficulté d'organiser les élections, madame, rien que pour transporter les feuilles, les kits, tout ça à l'intérieur du Congo, il nous faut plusieurs milliers de rotations d'avions C-130. Est-ce que vous avez... L'Union européenne aussi, il y a des experts électoraux quand même. Ils ont aussi fait des études. Ils ne sont pas venus. Madame, ne commencez pas à mépriser les experts de l'OIF qui ont fait leurs preuves partout où ils sont passés. Ne commencez surtout pas à mépriser les experts de la direction chargée des processus électoraux des Nations Unies. Ce sont des grands experts. L'Union européenne n'a pas aussi parlé pour parler. L'Union européenne a dit que d'après elle, on peut organiser ces élections-là. Mais le problème, c'est lequel? Nous, ou bien on considère que toutes les institutions seront hors mandat et donc perdront toute leur légitimité. Président de la République, députés nationaux, sénateurs, gouverneurs, et qu'on ne veut pas laisser en place des gens qui sont sans légitimité. Dans ce cas-là, il faut les légitimer immédiatement par un vote. Ou bien on considère, mais alors il ne fallait pas commencer à lancer des cris d'orfraie, c'est-à-dire en disant le président Kengo ne peut pas assurer l'intérim parce qu'il est hors mandat, illégitime, mais vous ne pouvez pas dire on élit seulement le président de la République et puis on laisse encore ceux qui vont gérer les autres institutions. Non, nous avons dit, nous ferons en sorte que tout le monde, sa légitimité soit remise en cause à la même date. Donc, je vous dis ceci, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, elle est d'ordre politique. C'est-à-dire que les institutions qui sont en place restent. Aussi bien le président de la République que le Parlement, que les assemblées provinciales, que le gouvernorat. Mais nous, au dialogue, nous avons mis en cause la responsabilité du président de la République. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il aurait dû sonner l'alarme lorsqu'il a vu que la CENI avait produit un calendrier électoral qui devait déboucher sur l'exclusion de jeunes âgés de 18 ans du processus électoral. Ça aurait été une violation de la Constitution, en l'occurrence l'article 5. Il aurait dû le faire, il ne l'a pas fait. Le président... Attendez, oui, j'y arrive. Lorsque le président de la République a vu que le gouvernement, à qui le Parlement a autorisé de prélever près de 1,2 milliard à raison de 250 millions de dollars par exercice budgétaire, pour donner à la CENI envie d'organiser le processus électoral, et que ce gouvernement n'a donné que 25%, rendant impossible le processus électoral, ce président de la République aurait dû ramener la CENI à l'ordre. Il ne l'a pas fait. Par conséquent, nous estimons que sa responsabilité est engagée. Il doit être sanctionné. Le gouvernement, mais je vais y arriver. Le gouvernement, la même chose. Le gouvernement, lui, c'est sciemment qu'il a fait de ne pas donner l'argent à la CENI. Il doit être sanctionné. La CENI a été complice de cette responsabilité-là. La CENI doit être sanctionnée. Comment ces institutions devraient-elles être sanctionnées? La sanction, lorsqu'on sanctionne le président de la République, c'est-à-dire la faute que le président commet, en l'occurrence, c'est une faute qualifiée de haute trahison. Lorsque le président commet une infraction de haute trahison, son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle.
Mais pour amener le chef de l'État devant la Cour constitutionnelle, pour l'accuser devant la Cour constitutionnelle, il n'y a pas deux procédures, une seule. Il faut que le Parlement, il faut qu'il y ait 2/3 des membres du Parlement, c'est-à-dire des sénateurs et des députés, en d'autres termes, le Congrès, 2/3 de ses membres puissent accepter d'attraire le président de la République devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous, de l'opposition, nous avons le fameux 2/3 de voix pour amener le président de la République devant la Cour constitutionnelle? Nous n'en avons pas. La sanction, c'est 2 ans de glissement. Attendez, j'arrive. Nous n'avons pas cette majorité-là qualifiée. Donc, même nous, de l'opposition, qui rassemblons à peu près 120 députés et 130 députés sénateurs sur le 600, donc nous ne pouvons pas réunir les 2/3 de voix des sénateurs et des députés pour amener le président de la République devant la Cour constitutionnelle. Et si nous voulons respecter la Constitution, il n'y a que cette voie-là. Parce que, je répète, même à supposer même qu'on y aille par une autre voie, en l'occurrence l'article 64, nous allons presser le président de la République. Nous allons tout faire par toutes les voies possibles, mais si nous respectons la Constitution, en fin de compte, il faut quand même l'amener devant le juge. Donc, il faut toujours passer par le Parlement. Et devant le Parlement, nous n'avons aucune majorité. Donc, c'est une voie qui est bloquée politiquement. Que faire? Nous avons dit ceci. Ça, c'est pour la responsabilité du président de la République. Pour la responsabilité, je vais combiner les trois. Pour la responsabilité du gouvernement. Ce gouvernement, il a été incapable de faire ça. Nous pensons qu'il est le responsable numéro 1 avec le président de la République. Et là, nous pouvons agir. Nous disons, le président de la République, c'est lui qui... Le gouvernement est composé d'une majorité à l'Assemblée. Cette majorité-là a failli. Si vous voulez que ce dialogue soit productif, il faut qu'on ait un gouvernement qui puisse effectivement tenir compte du souhait de la population d'organiser les élections et donc d'assurer le décaissement des fonds nécessaires. Tous ces gouvernements ayant échoué, il ne nous est pas possible, nous de l'opposition, de laisser la majorité en place au niveau du gouvernement pour organiser ces élections. Il faut donc que le gouvernement, la primature revienne à l'opposition. Pour ce qui est de la CENI, nous avons dit la même chose. Il faut absolument restructurer, recomposer la CENI. Mais il faut savoir que si nous voulons respecter la loi, la CENI, le président de la CENI est désigné par la société civile. Et au sein de la société civile, par la composante confession religieuse. Et au sein de la confession religieuse, les membres des églises de réveil et les protestants sont majoritaires. Les catholiques sont minoritaires. Vous l'avez vu lorsqu'on a désigné M. Nanga comme président de la CENI. Les catholiques étaient contre, mais tous les restes étaient pour. Et lorsqu'on a sollicité ces membres de la société civile en leur disant qu'on va modifier, ils nous ont dit d'avance que pour eux, Nanga fait bien le travail, il ne sera pas question pour eux de proposer d'échanger Nanga. Premier vice-président, membre du PPRD. Le PPRD dit non, nous, ça nous revient, laissez-nous la tâche, on verra si on doit changer. Attendez. Comme si nous devons respecter la loi, c'est nous qui allons désigner le représentant, un représentant au niveau du poste de vice-président de la CENI. Ce poste nous revenant à nous, la majorité, nous verrons, nous, si nous allons changer celui qui est là ou bien si nous estimons qu'il fait bien son travail. L'opposition, ni l'opposition ni la société civile n'ont, en vertu de la loi, pouvoir pour modifier cela, sauf à changer la loi. Et la loi, ils sont majoritaires jusqu'à preuve du contraire. Il reste quoi? Il y a des postes comme celui du rapporteur qui revient à l'opposition, celui du questeur qui revient à l'opposition, etc. Et certains membres de l'Assemblée provinciale et de l'Assemblée plénière qui reviennent à l'opposition. Là, l'opposition ayant constaté que ces membres ont failli à leur mission, ces membres... Comme il est de l'UDPS, bien évidemment, vous allez l'éjecter. Mais je dis, c'est non. Mais non, l'UDPS a des représentants. Il y a 8 représentants au moins de l'UDPS au sein du dialogue. Donc nous aurons à les faire partie. Des représentants qui ont été désavoués par le parti. Non, je dis, oui, mais ils siègent là comme députés. Ils n'ont jamais été désavoués outre mesure. Même ceux qui les ont désavoués ont été désavoués par leur parti. Ils ont continué à siéger. Donc je dis en résumé, le président de la République, nous sommes dit, nous ne pouvons pas l'éjecter sauf par une violence.
par la violence. Mais même si nous utilisons de la violence, si nous sommes respectueux de la Constitution, comme nous l'éclamons partout, nous devons respecter cette procédure-là. Or, en suivant cette procédure, on ne sait pas l'éjecter. Conséquence. La Constitution dit aussi que l'opposition, au fait, la primature revient à la majorité, mais vous avez quand même violé cet article. Alors, l'article 78 dit ceci, que le président de la République choisit le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Alors, c'est quoi la majorité parlementaire? En l'occurrence, tous ceux qui sont au dialogue, la majorité présidentielle et l'opposition, ceux qui ont accepté cet accord, constituent la nouvelle majorité parlementaire. Ah oui, c'est ça la majorité parlementaire qui va être transposée au Parlement. On donne raison aux gens du Rassemblement qui disent que vous êtes allés au dialogue pour rallonger justement la liste. Je vais toucher à cet argument, mais dites-moi, eux qui demandent le dialogue, ils ne veulent pas d'un gouvernement de transition? Il faut qu'ils le disent avant. Non, nous avons entendu, c'est pas... Attendez. Avant ça, nos amis, c'est pas un secret, je ne les accuse pas, ce sont des faits. Ils ont traité avec le pouvoir kabyliste en cachette, en Espagne, en Italie, à l'hôtel Raphaël, même en présence de Kodjo. Ils ont conclu ça. Ils ont voulu que ce soit eux qui puissent avoir 70%, 70% des postes du gouvernement. La primature devait revenir à Félix Tshisekedi, c'est connu. Alors, il devait être soutenu par quelle majorité au Parlement? Non, ce serait une majorité parlementaire. Donc, une majorité composée des gens du Rassemblement, en particulier de l'UDPS, et les gens de la majorité présidentielle. Donc, il ne faut pas dire que parce que c'est plus vous que vous devez trouver cela incohérent. Donc, je dis maintenant pour le président de la République, compte tenu du fait que ce processus doit aller jusqu'au bout, compte tenu du fait que nous avons décidé de respecter la Constitution, pour les députés nationaux, et les sénateurs, les gouverneurs, les députés provinciaux, la Constitution dit qu'ils restent en place jusqu'à la validation des mandats de leurs remplaçants. Je n'ai entendu personne au sein du Rassemblement dire qu'on veut violer la Constitution. Et si on ne veut pas la violer, donc on doit respecter cet élément-là. Pour le président de la République, par conséquent, nous avons dit, c'est un compromis, nous avons accepté. S'il part, nous prenons la primature. S'il reste, nous prenons la primature pour être sûr que ce gouvernement-là, dirigé par un membre de l'opposition, va effectivement décaisser l'argent au profit de la CENI pour organiser le processus. Et le délai accordé au président de la République, ce n'est pas un mandat. Le mandat dans notre Constitution, c'est 5 ans. C'est 5 ans, mais on lui accorde combien? Tenez-vous bien, 16 mois. 16 mois. Et 16 mois, c'est 16 mois pour ne pas avoir de morts entre nos mains, mais être sûr d'avoir un nouveau président, parce que c'est bien dit, le président de la République actuel passera le pouvoir au nouveau président au mois de mai, après l'élection du mois d'avril. Et les 16 mois, il faut les comparer aux 3 ans de transition que nos amis de l'UDPS avaient convenu, c'est dans les papiers. En tout cas, ils ont toujours rejeté cet accord. Oui, mais ils ont rejeté quand cela est apparu encombrant. Et donc ça peut se comprendre. Faire avec un budget de 5 milliards de dollars, vous ne pouvez pas faire ce que vous aurez pu faire avec 10 milliards. Ça, il ne faut pas avoir fait des études d'économie pour le savoir. Donc, il faut d'abord commencer par voir dans quel état piteux Matata aura laissé les finances de l'État. Il a déjà déposé les projets de budget. Oui, madame, c'est le cas de le dire. Je pense que ce sera non seulement le pain, mais ce sera la farine et même le boulanger avec. Donc, je vous assure que ce ne sera pas facile. Et nous disons, nous avons d'abord voir, si possible même auditer les finances de l'État. En fonction de ça, nous connaîtrons les réalités. Et ayant connu les réalités, nous décréterons quelles sont les priorités, en sachant que l'élection, c'est une priorité des priorités. Donc voilà ce que nous allons faire. En fonction de cela, de ce que nous allons trouver et des perspectives de rentrée des revenus de l'État, nous saurons fixer quelle proportion allouer à la CENI chaque mois. Et donc, pour atteindre l'objectif de faire des élections en avril 2014. Alors, aviez-vous des garanties que cet accord sera respecté? Oui, madame. D'abord, nous-mêmes, nous sommes là, nous sommes une garantie. Si ça ne marche pas, nous quittons, parce que nous serons poursuivis par le peuple. Deuxièmement, nous avons la communauté internationale, parce qu'il faut quand même rappeler
que le dialogue auquel l'UNC a participé, ce n'est pas le dialogue de Ibiza, ce n'est pas le dialogue de l'Espagne, de l'Italie ou de la France, c'est-à-dire le dialogue convoqué par le président Kabila tout simplement. Non, nous avons refusé ça, nous de l'UNC. Depuis 2012, nous avons toujours proclamé qu'il fallait un dialogue pour apaiser la situation après les élections de 2011. Je termine. Après les élections chaotiques de 2011, Kamere a commencé déjà en 2012 à aller auprès de l'Union africaine pour réclamer un dialogue. Il n'a pas été suivi. Il a fait des plans de sortie de crise proposant toujours des dialogues. Il n'a pas été suivi. Et c'est seulement lorsque le président Kabila a vu que Goma était tombé entre les mains des rebelles qu'il s'est avisé à accepter de dialoguer avec les rebelles, d'où l'accord cadre d'Addis Abeba et finalement la résolution 2098 du Conseil de sécurité qui donnait mandat au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo de promouvoir un dialogue entre les différentes parties en vue des élections. Et alors, mais lorsqu'il a commencé à le faire, on l'a rabroué, on leur a parlé souveraineté. Et en fin de compte, le président Kabila a fait quoi? Son dialogue à lui, c'est-à-dire les concertations auxquelles ont participé nos amis du MLC et comme invité spécial Olenga Nkoy. Bon, nous de l'UNC, on n'a pas participé. Pourquoi? Parce que nous avons dit nous ne participerons jamais à un dialogue convoqué par le président Kabila seul et qui aurait seul le droit de faire ce qu'il veut avec les résolutions. Donc, quand le président Kabila a convoqué le dialogue en 2015 sans garantie internationale, nous ne sommes pas allés. Nos amis de l'UDP sont allés. C'est leur liberté. Ils sont allés, ils ont négocié en France, en Espagne, etc. Donc, même le projet de loi. Nous ne sommes pas. Attendez, nous ne sommes pas allés. Il faut que le peuple suive très bien. Et même après les concertations, nous avons créé la coalition pour le vrai dialogue, c'est-à-dire le dialogue parrainé par la communauté internationale. Et dès lors que la communauté internationale, après avoir entendu nos cris, après avoir vu les morts en 2015, a accepté de désigner un facilitateur, ce qui n'était pas prévu dans l'ordonnance du président Kabila. Dès lors que la communauté internationale, entendant... Attendez. Mais non, l'UDPS avait déjà commencé à faire ses accords avec le président Kabila. Il ne faut pas avoir 70% de voix. L'UDPS avait demandé que ce soit elle qui désigne les autres membres de l'opposition qui vont participer au dialogue. Vous connaissez l'histoire. Ne faisons pas semblant de ne pas le savoir. Et donc, c'est sur base de l'ordonnance du président Kabila. Mais lorsque nous avons obtenu qu'il y ait un facilitateur, le facilitateur, il a été désigné à la suite de nos pressions. C'est comme ça que le président Kabila a envoyé Raymond Tshibanda aux Nations Unies solliciter un facilitateur. On l'a obtenu, l'Union africaine a désigné un facilitateur. Mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, on avait des craintes. On voulait un encadrement plus important de la communauté internationale. Ce qui a été fait, parce que l'ONU a pris la résolution d'adjoindre un comité de suivi. Un comité de suivi de soutien qui devait borner, si j'ose dire, le facilitateur, composé de l'ambassadeur de l'Union européenne, de la République démocratique du Congo, de l'ambassadeur de Suisse, des représentants des Nations Unies, de l'OIF, de la SADC, de CIRGL, etc. Donc pour nous, on ne pouvait pas imaginer Kovo faisant les siennes, et donc prenant tous ces autres-là comme étant des enfants. En résumé, tous ces gens-là ont participé au dialogue. Et donc, il y a un comité de suivi du dialogue CSD qui a été mis en place, composé des membres de la majorité, des membres de l'opposition, de la société civile, et sous le regard de ce comité, de la communauté internationale. Donc nous avons des garanties parce que nous avons un devoir de redevabilité. Périodiquement, c'est-à-dire chaque mois, ce comité va se réunir pour voir si nous respectons ce que nous avons convenu. Donc, si ce n'est pas respecté, si c'est pas respecté, naturellement, c'est nous qui serons responsables, nous qui sommes à la primature. Et nous devons nous expliquer. Si nous ne nous expliquons pas bien, s'il y a des blocages, nous devons en tirer les conséquences. Et voilà pourquoi nous pensons que cet accord est bon et il a les garanties. Alors, dans le projet de loi présenté distribué par le facilitateur, il y avait un article que l'on n'a pas retrouvé à la fin de l'accord. Le draft, là, le projet d'accord, justement. Il était prévu par les facilitateurs, je ne sais pas moi, ou par la plénière, que les membres, les gens qui devraient... De la Constitution ni de la loi n'exclut un Congolais quelconque de la liberté de postuler à une fonction éminente. Nous avons eu le président Kabila, nous avons compris la ruse.
c'est-à-dire que le président Kabila étant encore en fonction, cette disposition visait en réalité les membres de l'opposition, c'est-à-dire le futur Premier ministre, s'il devait s'aviser à être candidat, ou les ministres du gouvernement qui appartiendraient à l'opposition. Nous avons dit, mais le président Kabila lui-même, il a été président de la République lors de son premier mandat. Il n'a pas démissionné pour être... Attendez. C'est une situation exceptionnelle, comme vous le dites. Non. C'est pas exceptionnel, il n'y a pas de transition. Lorsqu'il a été élu en 2006, il s'est représenté en 2011. Mais pour se représenter, il n'a pas eu à démissionner 3 mois avant. Je parle de la situation exceptionnelle pour la transition des animateurs. Oui, mais on dit ceci, nous devons respecter la loi et la Constitution. Il n'y a aucune disposition de la Constitution ni de la loi qui prévoit d'exclure telle personne de la possibilité de postuler et à une échéance quelconque. Il n'y en a pas. Et nous avons au surplus compris que c'était une manœuvre du pouvoir pour exclure les candidats, l'éventuel Premier ministre issu de l'opposition, de la possibilité de concourir à l'élection présidentielle ou d'être député député provincial ou concourir à un autre mandat. Les chefs d'État de la CIRGL se retrouvent aujourd'hui pour parler justement de la situation de la RDC. Et si jamais on décidait d'un autre dialogue, comme le dit au rassemblement, le vrai dialogue, comment vous réagirez? Madame, au-delà, parce que j'ai déjà entendu les Nations Unies, il faut quand même informer les Congolais à ce sujet. Les Nations Unies ont pris position à travers le secrétaire général des Nations Unies. Ils ont pris acte de l'accord conclu en République démocratique du Congo. Ils ont salué les efforts du facilitateur de Nkojo et de la classe politique congolaise. Ils ont invité tous ceux qui ne sont pas encore partie prenante à ce dialogue à aller dans ce processus-là. C'est un pas positif. L'Union africaine a salué cet accord. Oui, mais attendez, je termine d'abord. L'Union africaine a salué cet accord en félicitant Kodjo et les participants et en demandant à tous ceux qui sont encore à l'extérieur de venir rejoindre le processus. Et ce d'autant plus que l'accord politique stipule qu'il est ouvert à tous ceux qui veulent y adhérer. Nous avons récemment entendu le ministre angolais des Affaires étrangères, avant le sommet, dire que pour eux, il n'y aura même pas un deuxième dialogue. L'accord semble avoir rencontré toutes les préoccupations des Congolais. Mais je veux revenir moi-même là-dessus. Il faut qu'il y ait un seul Congolais qui me dise quel est le point de la demande de nos amis du rassemblement qui n'a pas été rencontré à ce dialogue. Par contre, il y a un point qui ne pouvait pas être rencontré parce que c'est un point qui nous aurait permis de devenir quasiment des complices du président Kabila. C'est la désignation d'un nouveau facilitateur. Imaginons que parce que le rassemblement récuse M. Kodjo comme facilitateur. Imaginez que par la suite, on désigne... D'abord, qui va désigner le nouveau facilitateur? C'est toujours les Nations Unies qui, elles-mêmes, viennent de donner quitus à l'accord politique. À supposer que ce soit même l'Union africaine. Ils viennent d'avaliser l'accord politique. Mais supposons par absurde qu'ils acceptent quand même, que ces institutions acceptent quand même de désigner un nouveau facilitateur. Mais il faut que ces facilitateurs soient acceptés par la majorité présidentielle. Si la majorité présidentielle agit comme le rassemblement et récuse ces facilitateurs, on ira de récusation à récusation. Dans l'entretemps, le temps passe. Ce temps profite à qui? À Kabila. Il faut quand même que les gens justement, pour conclure, pour terminer, est-ce que vous pensez que si jamais un autre dialogue n'est pas organisé, ça va améliorer les climats politiques? Non, je ne suis pas sûr que le climat va s'améliorer de sitôt. Le climat, de mon point de vue, commencera à s'améliorer lorsqu'on verra le gouvernement d'union nationale issu de dialogue, dirigé par un représentant de l'opposition, agir autrement que comme agissait M. Matata Ponyo et le gouvernement mis en place par le président Kabila. Lorsque le peuple aura vu qu'il y a des décaissements en vue, lorsque le peuple aura vu qu'on fermera les robinets par où sort l'argent du trésor public, lorsque le peuple aura vu que malgré les recettes maigres de ce pays, nous veillerons à les avoir. Si nous ne les avons pas, nous allons le dire qu'on ne nous permet pas de faire notre politique. Alors j'ai oublié une question. Comment expliquer, honorable, vous êtes au dialogue et que certains membres de l'opposition sont arrêtés et vous militez? Non, nous disons ceci.
Nous nous opposons naturellement à cette traque des opposants. Je le dis au nom de l'UNC, nous nous opposons à cela. Cela ne m'empêche pas par ailleurs de dire que nous sommes un État de droit. Un État de droit où il y a séparation de pouvoir. On ne peut pas crier sur tous les toits qu'on veut qu'on respecte la Constitution de A à Z, et puis lorsque la Constitution dit que la justice est indépendante, commencer à crier sur la justice pour que la justice, pour faire pression sur la justice. C'est contradictoire, mais ça n'empêche que moralement et politiquement, nous pensons que c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Maintenant, s'ils nous disent qu'il y a de jeunes gens qui auraient pu être arrêtés, et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de rappeler ce que Vital Kamerhe avait dit à l'occasion, après les événements du 19 et 20 septembre. Les gens lui ont dit non, il a traité les manifestants de drogués. Non, les jeunes, Vital Kamerhe a dit ceci, que nous devons faire attention aux marches, c'est-à-dire qu'on doit les encadrer. Autrement, on imputerait à l'opposition, et c'est ce qui est arrivé. Les casses produites par qui? Par le jeune gens drogués. Parce que je ne peux pas imaginer que les militants de l'UDPS, de l'ICD et autres aient pu casser les magasins des Chinois et puis voler les biens d'autrui. Non, ça ne peut être que des gens drogués, des gens, des Koulouna. Donc, ce n'est pas un secret, les images sont là. On a vu les images de gens qui étaient en train de casser. Pour moi, ce ne sont pas des militants du rassemblement. Donc ce sont des gens qui ont été, et d'où la nécessité pour le rassemblement, comme l'ensemble des forces politiques, de bien encadrer les mouvements, les marches qu'ils organisent. Autrement, ces gens-là risquent de ternir l'image de l'opposition. Honorable, merci. C'est moi qui vous remercie.